En manchette ce soir, Dame Nature rend les déplacements difficiles, voire impossibles dans toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'ex-gardien des Saguenay de Chicoutimi, Éric Fichot, garde de précieux souvenirs avec son ancienne équipe. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à ce web journal du mardi 23 janvier. Plusieurs routes ont été fermées aujourd'hui en raison du mauvais temps. La 170 et le rang 6 ont été complètement fermés dans le secteur Saint-Bruno. Le pont du Buc et la côte Sainte-Geneviève ont aussi été fermés ce matin afin d'étendre de l'abrasif. Jusqu'à 40 cm de neige étaient prévus aujourd'hui partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La tempête a occasionné plusieurs désagréments, non seulement aux automobilistes, mais aussi aux nombreuses compagnies de transport. Philippe Lheureux, quelles ont été les répercussions à l'aéroport de Bagotville? Eh bien, ce sont presque tous les vols de la journée qui ont été annulés, donc 7 au total, ceux d'Air Canada et de Pascan, qui ont totalement été annulés aujourd'hui. La directrice des communications, Ruth Vandal, me disait que seuls les vols de Sunwing, 2, sont partis à l'heure aujourd'hui. Et quels ont été les impacts pour les compagnies privées de Saguenay? Bien, premièrement, du côté de Taxi Diamond, la clientèle était normale, mais toutefois, le temps de réponse était plus long à cause des conditions difficiles, évidemment. Mais comme me disait cette propriétaire de taxi, ils ont fait leur possible toute la journée pour répondre à la demande. Le monde appelle, mais il voudrait avoir le taxi de suite. Mais, regarde les conditions. Il y en a qui ne voient pas les conditions là, sur la route. Là. Fait que nous autres, on ne peut pas faire plus que ce que c'est qu'on fait. Là. Et du côté de la compagnie Intercar, la compagnie d'autobus, tous les trajets jusqu'à la Côte-Nord ont été annulés. Et les trajets qui partaient du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou à destination du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont pour la plupart été annulés ou tout simplement reportés à une date ultérieure. Et selon l'adjointe à la direction Vicky Roy, les trajets devraient reprendre leur cours normal d'ici demain. Et dites-moi, Philippe, quel était le bilan du ministère des Transports de Québec? Eh bien, le ministère du Transport était prêt et donc c'est ce qui a permis de se mobiliser rapidement ce matin pour déneiger toutes les routes de la région. Mais toutefois, il reste le secteur de Saint-Bruno, le triangle de Saint-Bruno qu'ils appellent, donc la route 170 entre Larouche et Saint-Bruno et entre Saint-Gédéon et Saint-Bruno, et la route 169 entre Saint-Bruno et Alma et Héberville et Alma, et finalement le 6e rang et le rang Saint-Alphonse qui sont toujours fermés. Mais Mme Véronique Lalancette, qui est conseillère en communication au ministère des Transports, me disait qu'ils évaluaient la situation pour donner une date de réouverture. Et si éventuellement, vers la fin de la journée, bien, il y a des modifications au niveau du secteur Saint-Bruno, bien, on va s'assurer de tout d'abord bien déneiger, bien rétablir le secteur, là, sécuriser la route avant de redonner la circulation. Et avait-il des recommandations pour les automobilistes? Oui, Mme Lalancette répétait qu'il était important de prévoir ses déplacements en consultant, par exemple, Québec 5.1 pour la visibilité et la condition de la chaussée et, évidemment, d'adapter sa conduite. Eh bien, merci beaucoup, Philippe. La soixantaine de patinoires et ronds de glace extérieures de Saguenay seront fermées ce soir en raison de la tempête. De plus, les 2 centres de ski alpin, le Mont Fortin et le Mont Bellu, ont aussi fermé leurs portes. La commission scolaire de Jonquière a créé une cellule de postvention à la suite de l'incident survenu hier à la polyvalente Arvida. Un étudiant a perdu l'équilibre alors qu'il tentait de glisser sur une rampe. Il a été transporté à l'hôpital en raison de blessures graves à la tête. L'école offre un service de soutien psychologique aux élèves ayant vécu le choc. Nutrinor a fait ses dernières livraisons de lait et de crème dans les restaurants McDonald's. Le géant du fast-food américain a décidé de centraliser son approvisionnement en lait et en crème, ce qui fera perdre d'importants contrats à des entreprises situées dans différentes régions du pays, dont le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une décision difficile à digérer pour la compagnie laitière basée à Saint-Bruno, qui fournissait une quinzaine de restaurants. Des pertes d'emplois pourraient d'ailleurs s'ensuivre. Environ 1,5% de nos ventes, donc c'est pas la catastrophe, mais c'est toujours dommage quand aussi on est dans, je dirais un peu dans le château fort, hein, Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc c'est un long combat qui n'en finit plus, mais c'est... En 2010, les restaurants Tim Hortons avaient eux aussi mis un terme à leur contrat avec Nutrinor.
Certains députés du caucus du NPD ont fait le voyage jusqu'au Saguenay hier, ce qui leur a permis d'arriver avant la tempête. C'est le cas du député du comté de Drummond, François Choquette, avec qui ma collègue Camille Lacroix s'est entretenue au sujet des enjeux de la prochaine rentrée parlementaire. Bonjour, Monsieur Choquette. Bonjour. Donc, première question, là, vous êtes arrivé pour le caucus qui a été annulé. C'est quoi? Est-ce que vous êtes déçu? Bien oui, c'est sûr qu'on est déçus. On arrive au Saguenay, on arrive dans le coin de Jonquière. Bien sûr, on veut rencontrer les gens, on veut bien sûr se rencontrer entre nous pour parler des thèmes les plus importants qu'on va débattre durant la session qui s'en vient, mais surtout aussi connaître la région, connaître les gens. Alors, on est 44 députés qui étaient supposés être ici. 4 ont pu se joindre ici au Saguenay, mais on aurait aimé ça d'avoir tous les 44 pour pouvoir rencontrer la population. Mais ce n'est que partie remise, on reviendra. Effectivement. Est-ce que vous avez la date de la reprise du caucus qui va se dérouler à Ottawa? Donc, normalement, le caucus d'Ottawa va avoir lieu demain et jeudi. Donc, on va essayer là, de se rendre là, par les moyens si c'est par avion, on va essayer de se rendre par avion ou par train ou en auto. Mais effectivement, ça va être un casse-tête pour nous là, qui sommes au Saguenay, là, les 4 députés, même les 5 députés avec Karine Trudel, votre députée de Jonquière. Et de quoi allez-vous parler pendant ce caucus? Alors, il y a beaucoup de thèmes qui vont nous interpeller, mais un des thèmes que je pense qui interpelle beaucoup de citoyens présentement, c'est tout le sort qu'on réserve à nos aînés. On a vu dans les médias récemment, 440 000 aînés sont abandonnés par les libéraux présentement, sont oubliés par les libéraux. Et ça, c'est vraiment préoccupant. Ils ont le droit d'avoir le supplément de revenu garanti. Et quand on dit qu'on a le droit d'avoir le supplément de revenu garanti chez un aîné, c'est parce qu'on est malheureusement dans la pauvreté. On a le moins d'argent possible. La pension est tout petite, tout petite, tout petite. Donc, on a droit à un supplément parce que c'est trop petit pour vivre. Mais eux-mêmes, ils ont droit à ça. Puis les 440 000 aînés ne l'ont pas présentement. Donc, c'est ce que vous comptez faire. Bien, on veut demander au gouvernement libéral de remettre cet argent-là aux 440 000 aînés parce qu'eux, ils disent, mais il faut qu'ils le demandent. Mais ça n'a pas d'allure. On ne peut pas attendre qu'ils le demandent, ces gens-là. Des fois, sont démunis, sont isolés, ils n'ont pas beaucoup d'instructions. Donc, il faut qu'on puisse, nous, leur venir en aide. Et le NPD, c'est quoi la position pour la marijuana? Donc, la marijuana, on a toujours dit, c'est pas la priorité. Ça ne devrait pas être la priorité dans notre communauté. Là, on parlait tantôt de nos aînés, de la santé, bien sûr, la famille, les changements climatiques. Le gouvernement libéral est arrivé, on a dit, on va lutter contre les changements climatiques. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il n'y a pas de programme d'efficacité énergétique. On ne voit pas de plus d'auto électriques. On ne voit pas des actions concrètes pour les ressources renouvelables. Alors, ça, ce sont les priorités. Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'on décriminalise. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui se fait prendre avec une petite quantité de marijuana se retrouve avec un casier judiciaire. On dit, on est mieux de décriminaliser ça, on est mieux de faire des programmes sociaux. Mais là, le gouvernement libéral, ils sont pressés. Vite, il faut légaliser ça. Puis on le voit présentement, c'est paru encore des médias, les paradis fiscaux sont liés avec les compagnies de marijuana présentement. Est-ce que vous trouvez ça réaliste? Parce que ça s'en vient, c'est le 1er juillet. Bien, c'est bien trop vite. C'est bien trop vite. Ça ne devrait pas être la priorité. Les provinces n'ont pas été bien consultées, les municipalités, les services de sécurité comme la police, etc. Donc, c'est beaucoup vite, moi, je trouve. C'est très vite, effectivement. Et au sujet du bilinguisme, il y a eu un tsunami en Colombie-Britannique la nuit dernière et l'information a été donnée en anglais. Pour les minorités francophones, est-ce que ça aurait dû être adressé à eux aussi? C'est inacceptable. On est un pays, et moi je suis porte-parole pour les langues officielles, donc c'est un dossier que je connais très bien, et c'est vraiment choquant, surtout quand on parle d'une province comme le Nouveau-Brunswick, si j'ai bien compris, le Nouveau-Brunswick est une province officiellement bilingue, donc tout devrait être fait dans les 2 langues officielles, et c'est choquant. Puis partout au Canada, il y a des choses comme ça qui se passent. On est un pays où on est fier de nos 2 langues officielles. Il faut qu'on parle plus de nos langues autochtones, qu'on a oubliées malheureusement. Il faut qu'on s'occupe plus de nos Premières Nations, mais les langues officielles, c'est important de les protéger et de les promouvoir. Et ça, ce qui est arrivé, c'est inacceptable. C'est un dossier de sécurité, mais c'est un dossier aussi de fierté pour nos langues officielles. Et pour les immigrants qui viennent s'établir au Québec, est-ce que vous pensez qu'on devrait les inciter à apprendre le français?
Je pense que les immigrants apprennent en grande majorité le français. Ce qu'il faut s'assurer, c'est d'avoir toutes les ressources nécessaires pour les encadrer. Et ce qui manque aussi beaucoup, on parle des immigrants, on parlait du Nouveau-Brunswick tantôt, mais ce qui manque aussi beaucoup, c'est toute l'immigration hors Québec. Donc, les immigrants francophones hors Québec, il faut les encourager à aller s'installer aussi un peu partout au Canada. Et il faut qu'on puisse parler français au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Alberta, même en Colombie-Britannique. Et dernière question pour la laïcité. Pensez-vous que les signes ostentatoires de votre chef du NPD, M. Jagmeet Singh, oui. Est-ce que vous pensez que ça peut persuader, dissuader en fait les électeurs à voter, à pas voter? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'est-ce que quelqu'un porte sur la tête, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête. C'est extrêmement important. Et moi, je compare Jagmeet avec Andrew Scheer, qui est le chef du Parti conservateur. Lui, il n'a aucun signe ostentatoire, mais il est contre l'avortement. Il est contre le droit des homosexuels et des gays et des lesbiennes. Il est quelqu'un de très, très dur sur, par exemple, la marijuana. Il veut mettre tout le monde en prison. Alors, moi, j'aime mieux quelqu'un qui a sa religion, c'est personnel à lui. Oui, on le voit parce que sa religion, c'est sikh et ça fait en sorte qu'il porte un turban. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il y a dans sa tête et ses valeurs, et c'est des belles valeurs sociales et pour le bien commun. Bien, merci beaucoup, M. Choquette. Ça me fait plaisir. François Choquette, député de Drummond. Au plaisir. Le service de police de la Ville de Québec va donner une nouvelle formation à son personnel afin de faire face aux crimes haineux. En réponse à l'attentat de la Grande Mosquée de Québec survenu il y a 1 an, tous les enquêteurs du SPVQ recevront cette formation afin de les outiller face à ce genre d'événements tragiques. Le réalisateur québécois Denis Villeneuve a reçu 5 nominations en vue des Oscars pour son film Blade Runner 2049. Il s'agit de nominations techniques, soit les effets spéciaux, la direction photo, les décors, et le montage et le mixage sonore. Au sport maintenant, la conquête de la Coupe du Président en 1994 est l'événement le plus marquant de la carrière junior de l'ex-gardien des Saguenay de Chicoutimi, Éric Fichaud. Remporter cette coupe a été tout un travail d'équipe, a raconté l'analyste de TVA Sport. Mon collègue Alec Lamoureux l'a rencontré avant le retrait de son numéro 35 au centre Georges Vézina. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Éric Fichaud qui va voir son numéro 35 retiré au centre Georges Vézina par les Saguenayens de Chicoutimi. Et donc, Éric, comment on se sent quand on va voir notre numéro justement accroché dans les hauteurs du centre Georges Vézina par une organisation aussi prestigieuse que les Saguenayens? Bien, c'est vraiment une journée spéciale. Je suis très touché par ça. C'est vraiment, probablement, c'est quelque chose que tu ne penses pas vraiment quand tu commences à jouer dans le junior ici. Je me suis jamais dit un jour, on va retirer mon gilet, je vous le dis. Là, tu viens ici, je voulais, moi, jouer le mieux que je pouvais pour atteindre la Ligue nationale. Puis, j'ai eu la chance de jouer avec tellement de bons joueurs. J'ai été vraiment bien traité ici. Je pense que quand tu mets tout ça ensemble, c'est vraiment ça qui m'a permis peut-être d'atteindre un autre niveau dans mon jeu, qui a fait en sorte que j'ai pu atteindre la Ligue nationale et de fait gagner aussi la Coupe du Président. Ça, c'est un moment que je n'oublierai jamais dans ma vie. Parlant de la Coupe du Président, est-ce que c'est ça votre plus beau souvenir à Chicoutimi? Oui, honnêtement, c'est sûr que bon, les trophées individuels, c'était plaisant, mais la Coupe, pour moi, la Coupe du Président, d'être une gang de gars qui travaillent ensemble pour arriver au but ultime, c'est vraiment le plus beau souvenir. Gagner, peu importe le niveau, c'est sûr que je ne compare pas ça à une Coupe Stanley, mais gagner une Coupe avec, quand tu as un bel esprit d'équipe, on avait du talent, on avait des gars qui avaient beaucoup de cœur, on avait vraiment tout ce qu'il fallait pour aller jusqu'au bout. Et c'est sûr que ce moment-là, pour moi, c'était le plus beau de mes 3 années à Chicoutimi. Et quand vous êtes arrivé à Chicoutimi, il y a eu un grand gardien juste avant vous, en Félix Potvin. Est-ce que ça vous a mis de la pression supplémentaire de prendre le relais de Félix Potvin? Bien, écoute, c'est sûr, quand je suis arrivé, je l'entendais beaucoup parler. Rénal Neptune, qui à l'époque était le thérapeute de l'équipe, me parlait beaucoup de Félix. Je connaissais pas toute l'histoire des SAG. C'était avant Internet, j'avais pas accès à toute cette information-là. Mais écoute, c'est sûr, Félix, je savais ce qu'il avait accompli et je le prenais pas comme une pression, c'était plus un modèle pour moi. C'est une source de motivation. Puis souvent, avec justement Népé, il pouvait me comparer après ma première année. Il disait, OK, Félix avait
telle statistique, bon, voici ce que tu es rendu. Fait que j'avais un peu, ça me permettait peut-être de monter mon jeu d'un cran, puis en plus que j'ai été repêché par les Maple Leafs, l'équipe de Félix, bon, ça n'a peut-être pas aidé pour les comparaisons, mais c'est un peu ironique tout ça parce que c'est sûr que c'était vraiment un modèle pour moi. Donc, et ma première année avec les Sacs, j'avais le numéro 29, j'ai dû changer parce qu'on a retiré le gilet à Félix. Donc aujourd'hui, je retourne la faveur au gardien des Sacs. Et comment votre parcours à Chicoutimi a aidé votre parcours professionnel dans la Ligue nationale de hockey? Bien, c'est sûr que le passage junior, pour moi, c'est un passage qui est très, très important. On pourrait faire le tour à travers la Ligue nationale. Je pense que tous les joueurs vont dire que même que ce soit dans les collèges américains ou ici dans le junior majeur au Québec, c'est vraiment ici que tu commences à devenir un joueur professionnel. Parce que quand tu arrives à 20 ans, tu as des gars qui ça fait déjà 6-7 ans qui sont dans la Ligue. Donc, c'est vraiment, le junior, c'est vraiment là que tu vas devenir un pro. Puis moi, ben c'est ça. C'est dans ces années-là que ça m'a permis de montrer ce que j'étais capable de faire aux dépisteurs de la Ligue nationale. Donc, c'est sûr que j'ai des beaux souvenirs parce que c'est vraiment ici que ça a commencé. Et c'est vraiment tout ça que je vais me rappeler là, quand je vais avoir mon gilet monté. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune gardien de but qui arrive dans la fleur de l'âge 17, 18, 19 ans avant un parcours professionnel? Bien, le meilleur conseil, je pense, c'est de profiter pleinement parce que le junior, ça va très, très, très vite. Puis je me le faisais dire quand j'avais 17 ans par des gars de 19 ans, puis je leur disais, ben oui, tu sais. Mais là, en le temps de le dire, j'étais rendu à 19 ans, c'était ma dernière année, puis là, j'avais le même discours aux jeunes. Je pense que c'est vraiment de profiter de chaque moment et de ne pas avoir de regrets. Tu veux finir ton junior et te dire, j'ai vraiment tout fait ce que je pouvais. Ça ne veut pas dire qu'ils vont atteindre la Ligue nationale, mais au moins, tu peux être fier de ce que tu as accompli, de profiter du moment et vraiment, pour moi, là, de ne pas avoir de regrets, c'est la clé selon moi. Aujourd'hui, vous travaillez à TVA Sport. Comment vous appréciez le monde des médias et votre nouvel emploi d'après-carrière? J'adore ça. Je ne pourrais pas demander mieux pour un après-carrière. J'ai toujours aimé les médias, même quand j'étais à New York, aux États-Unis, j'aimais parler avec les journalistes. Donc, c'est quelque chose que j'avais en moi, mais je ne savais pas que j'étais pour faire ça après ma carrière. J'ai eu la chance, on m'a donné cette chance-là de commencer tranquillement à la télévision. Et puis, aujourd'hui, écoute, je suis vraiment choyé. Écoute, on ne peut pas demander un meilleur scénario pour continuer une carrière. Ça nous permet de rester dans le hockey. On a un peu la camaraderie avec les autres anciens joueurs qui travaillent avec moi. Donc, c'est la job rêvée. Et ça a-tu été un petit peu difficile comme adaptation ou pas du tout? Honnêtement, je te dirais que la transition s'est faite quand même relativement facile. Encore là, j'ai été chanceux. J'ai commencé, moi, à Radio-Canada. J'ai été bien entouré. J'écoutais beaucoup pour améliorer mon français et tout ça, les termes de hockey en français. Et donc, le fait que j'ai été bien entouré, j'ai été bien supporté aussi, ça m'a vraiment aidé. Puis ça s'est fait quand même assez facilement. Puis quand j'ai commencé à TVA Sport, bien, c'est sûr que là, j'avais beaucoup plus de place. J'ai goûté à peu près tout ce que tu peux faire en télévision. Donc, ça s'est fait... moi, j'ai trouvé que ça a été rapide, mais je pense que le secret, c'est d'en faire. C'est sûr que oui, on peut pratiquer, on peut prendre des cours pour s'améliorer, mais en même temps, tu dois en faire de la télévision live pour t'améliorer. Puis, ben nous, on a la chance de faire ça constamment avec le hockey. C'est que du direct qu'on fait. Donc, je te dirais que je pense que depuis le début que je savais que c'était dans ça que je voulais m'en aller, mais le fait qu'on m'a ouvert les portes pour le faire, là, ben, j'ai été vraiment chanceux. Monsieur Fichaud, merci beaucoup, puis je vous souhaite la meilleure des journées aujourd'hui. Merci beaucoup, très apprécié. 3 joueurs originaires de la région ont réussi à impressionner les dépisteurs de la Ligue nationale de hockey pour figurer sur la liste des 217 meilleurs espoirs nord-américains publiés en vue du repêchage de juin 2018. Parmi eux, 2 sont de Chicoutimi. Le gardien de but Olivier Rodrigue est le 2e meilleur gardien sur la liste, alors que l'attaquant Jordan Martel est classé au 182e rang au total dans la première édition de la convoitée liste. Le portier de 19 ans des Huskies de Rouyn-Noranda, Samuel Harvey, est réapparu cette année après 2 ans d'absence. Même s'il a été ignoré lors de ses 2 premières années d'éligibilité, le gardien almatois est encouragé par la nouvelle. C'est sûr que ça m'encourage un peu, tout ça. Puis, ça veut dire aussi un peu que je suis sur la bonne voie, puis que même si je suis plus vieux que les autres, que le monde me regarde pareil.
Un autobus rempli de proches et de partisans du jeune défenseur de l'Avalanche du Colorado, originaire de Roberval, Samuel Girard, a quitté la région ce matin afin de se rendre à Montréal pour assister au premier match en carrière du joueur de 19 ans contre le Tricolore. Au total, 56 passagers étaient en route vers la métropole afin d'encourager la vedette locale. Emmanuel Renaud, le père de Samuel Girard, est fier d'aller voir évoluer son fils face aux Canadiens. Oui, effectivement, le père de Samuel Girard, Tony Girard, est extrêmement fier d'aller voir son fils évoluer à Montréal. Et ça sera la première fois pour Samuel Girard à Montréal. Et il sera accompagné en plus de famille et de sa famille et de plusieurs amis. Et le Canadien, comme on le sait, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Québec en entier, c'est une équipe qui fait partie intégrante de la culture et beaucoup de partisans sont établis sur le territoire. Alors, ça sera la première fois qu'il sera à Montréal et c'est une fierté pour le père. On l'écoute à l'instant. On est vraiment une belle gang pour aller encourager Samuel. Je pense, qu'est-ce que ça me fait vraiment, là, c'est, je te dirais, c'est l'honneur d'une famille, puis tout ça, là, c'est ça qui est le plus important pour moi. Justement, de la prestigieuse équipe du Canadien, eh bien, est-ce que Samuel Girard est fébrile à l'idée d'affronter la Sainte-Flanelle? Selon son père, il devrait être fébrile, mais son père discute avec lui tous les jours et il ne l'a pas remarqué vraiment qu'il était fébrile plus que d'habitude, mais selon lui, il devrait l'être plus qu'en normal. C'est sûr que d'affronter le Canadien, ça devrait ajouter une pression supplémentaire ou une fébrilité supplémentaire. Et son ancien coéquipier et ami Simon Boily sera-t-il là pour l'encourager lors de cette importante partie? Oui, il fait partie du voyage et c'est assez spécial pour lui puisqu'il a le même âge. Il a été coéquipier pendant plusieurs années avec lui et c'est aussi un de ses amis. Il est présentement capitaine des Janois du collège d'Alma et pour lui, c'est très spécial. On l'écoute à l'instant. C'est sûr, c'est toute une expérience à vivre, là, autant pour lui que pour moi. J'ai joué avec longtemps, puis c'est le fun de le voir réussir dans la vie de même. Alors, merci beaucoup, Emmanuel. À la météo maintenant, Simon Lévesque, la tempête est loin d'être terminée. Oui, effectivement, Michael, l'avertissement de tempête hivernale est toujours en cours. Des rafales maintenant jusqu'à 50 km/h. Pour cette nuit, faire attention, 2 à 4 cm de neige d'accumulation. Et pour demain, très peu de neige, mais encore de grosses rafales. Et puis pour la réserve faunique des Laurentides, ce sera encore un avertissement de tempête hivernale. Et cette nuit, très frais, avec moins 18 degrés. Et demain, faire encore attention à une quarantaine de km/h pour les rafales de neige. Merci beaucoup, Simon, et merci à vous à la maison d'avoir été parmi nous pour ce Web Journal.